Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme vient de l'indiquer le message que vous venez d'entendre, nous enregistrons ce webinaire à des fins de replay. Je suis ravi d'accueillir le professeur Yann Lezillet qui est parmi nous ce matin, qui est professeur d'urologie à l'hôpital Foch et qui est secrétaire général de l'Association française d'urologie et qui nous témoignera des attentes des sociétés savantes dans leur collaboration avec les industriels de santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser via le chat. On y répondra sur la dernière partie du webinaire de 9h20 à 9h30 et nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment et pourquoi collaborer avec une société savante? C'est le thème de ce webinaire de ce matin. Ce webinaire devait être animé par Charlotte Lenaine, qui est mon associée et moi-même. Charlotte s'excuse, elle ne pourra pas être présente ce matin. Et comme je vous l'ai indiqué, nous avons le professeur Yann Lezillet, que je remercie une nouvelle fois de sa participation ce matin, qui témoignera de son retour d'expérience sur les collaborations avec les sociétés savantes. Pourquoi collaborer avec une société savante? Alors, vous le savez tout autant que moi, les sociétés savantes, il en existe dans chacune des spécialités médicales et scientifiques et même dans d'autres spécialités que celles de la médecine. Il y en a pour chaque spécialité et même il y en a pour des ultra-spécialités. On pourrait citer par exemple la Société française de télémédecine, qui est devenue la Société française de santé digitale, la Société française de rééducation de l'épaule ou encore la Société française d'hypertension artérielle. Mais toutes ces sociétés savantes sont présentes pour pouvoir représenter les spécialistes de la spécialité qu'elles adressent et pour pouvoir travailler sur des travaux de recherche et partager leurs publications auprès de leur communauté. C'est toute l'ambition de pouvoir travailler avec une société savante, c'est de pouvoir contribuer à favoriser à la dissémination scientifique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, par le biais de leurs travaux de recherche et par tous les travaux et les publications que les sociétés savantes mènent, elles permettent de faire évoluer les connaissances scientifiques, de pouvoir apporter de nouvelles évidences ou de nouvelles preuves. Et ça peut être intéressant, notamment pour vous, industriels de santé, de pouvoir travailler avec ces sociétés savantes, puisque ça va pouvoir permettre d'étudier et de pouvoir diffuser des informations concernant vos traitements, les nouvelles preuves scientifiques, de pouvoir identifier de nouvelles indications, de pouvoir avoir de nouvelles cibles thérapeutiques à adresser. Et donc, cette collaboration avec les sociétés savantes va favoriser justement la diffusion de l'information concernant vos traitements auprès de leur communauté. C'est le deuxième point, c'est que collaborer avec les sociétés savantes, ça vous permet d'adresser la communauté des spécialistes, puisque chacune des sociétés savantes réunit l'ensemble, ou en tout cas une grande majorité des acteurs d'une spécialité, les férus de la spécialité, les experts de la spécialité, et donc fédère tous ces acteurs dans sa communauté. Travailler avec les sociétés savantes, ça vous permet de pouvoir adresser plus rapidement, plus facilement, et par ce que je vais qualifier de canal, un canal d'information qui est légitime et crédible. Et c'est enfin le troisième point, c'est que vous associer à l'image d'une société savante, ça va vous permettre de bénéficier de l'aura de cette société savante, puisque vous allez être associé à celle-ci par les messages scientifiques et médicaux que vous allez pouvoir diffuser, et donc vous bénéficierez de l'aura de la société savante auprès de sa communauté. Quelles sont les typologies de projets qu'on peut mener aujourd'hui avec une société savante? Alors, l'approche d'une collaboration avec une société savante doit se concevoir dans une approche gagnant-gagnant. Une société savante va chercher à tirer profit de votre expertise sur certaines thématiques scientifiques, sur les molécules que vous pouvez proposer, et vous, inversement, vous allez souhaiter pouvoir bénéficier justement de sa communauté, de son aura et du relais d'informations qu'elle va pouvoir diffuser auprès de sa communauté. Donc, vous allez pouvoir proposer des projets qui sont innovants, parce que parfois les projets ne seront pas forcément innovants, mais il peut y avoir un intérêt pour fédérer la communauté scientifique. On a vu énormément, et on voit encore d'ailleurs, beaucoup de projets d'intelligence artificielle se lancer pour accélérer le diagnostic, pour pouvoir identifier de potentiels candidats médicaments, qui se lancent justement en partenariat avec les sociétés savantes, ou même actuellement, beaucoup d'objets connectés sont travaillés de pair avec les sociétés savantes pour pouvoir valider qu'il va y avoir un intérêt pour la communauté et par extension pour les patients. Il y a des projets qui vont être orientés autour de la diffusion et de la communication sur les publications et les travaux de recherche. Euh, Ça va être l'occasion d'aller identifier potentiellement des traitements qui agissent spécifiquement sur certaines
sur certaines cibles, et donc de pouvoir travailler et publier toutes ces informations à l'attention de la communauté, et vous allez pouvoir justement favoriser ce relais d'informations auprès de ces communautés-là. C'est aussi l'opportunité de pouvoir accompagner les professionnels dans leur pratique, dans le développement de leur pratique professionnelle, en pouvant faire diffuser toutes les nouvelles recommandations, en diffusant toutes les nouvelles pratiques, et donc de pouvoir partager toutes ces informations avec la société savante à destination de vos acteurs. Comment se positionner? Vous allez pouvoir vous positionner soit en support institutionnel, c'est-à-dire en support principalement financier, ou alors faire de la co-conception de projet où chacun va pouvoir apporter son expertise et pouvoir justement faire valoir un projet où la réunion des forces va permettre justement de faire évoluer la situation et faire évoluer plus rapidement ou d'aller plus loin ou de creuser de nouvelles thématiques sur les projets. Des exemples de projets qui permettent de fédérer la communauté scientifique. Vous pouvez tout à fait proposer une application qui sera une application qui va permettre de challenger la communauté autour d'une thématique. Et donc, par exemple, favoriser la diffusion des recommandations en posant des questions, en favorisant le challenge entre les participants pour valider que ceux-ci maîtrisent bien les thématiques et proposer justement une application qui va permettre de favoriser la montée en compétences, la connaissance des nouvelles publications. Vous pouvez proposer des projets qui vont favoriser l'animation de groupe sur les réseaux sociaux, dans un cadre réglementaire qui restera bien évidemment respecté, puisque les groupes seront accessibles exclusivement aux membres validés, aux membres authentifiés, participants et adhérents à la société savante, et pour lesquels vous allez pouvoir justement diffuser de l'information, animer des groupes et justement créer toute une émulation autour de ces groupes et créer des groupes de parole, des groupes de débat qui vont parfois même pouvoir arriver à déployer des mini-comités qui vont travailler sur des sujets d'expertise particuliers sur lesquels vous pouvez avoir un intérêt. Il peut y avoir aussi des applications de partage de cas cliniques. L'intérêt étant de pouvoir justement partager de véritables cas patients entre les membres de la communauté scientifique, avec des cas qui parfois vont être des cas d'excellence ou alors des cas qui vont être des challenges médicaux sur lesquels vous pourrez bénéficier de l'avis des experts, de l'avis de la communauté pour pouvoir réussir à solutionner ces cas, à apporter un diagnostic, à apporter un traitement sur ces cas cliniques. On pourrait citer par exemple une application qui s'appelle Réseau Connex, qui est portée par le fonds de dotation Réseau, qui est une application de partage de cas cliniques en dermatologie. Mettre à l'honneur des publications et des travaux de recherche. Vous pouvez tout à fait, et ça se fait énormément, diffuser des webinaires qui vont faire intervenir plusieurs experts de la société savante et qui vont favoriser un débat sur les dernières publications, qui vont permettre justement de donner un point de vue des experts et pouvoir faire part des avantages, des inconvénients, des nouveautés et mettre en avant justement les dernières recommandations, les dernières publications et diffuser les points d'avantage et les points d'inconvénients. Vous pouvez concevoir des applications qui vont permettre de retrouver les dernières recommandations. Et Yann, vous nous partagerez justement l'ambition de la Progressive Web App qui a été réalisée pour l'AFU, qui permet d'accéder aux dernières recommandations qui évoluent en permanence, et d'où l'intérêt de pouvoir en disposer, et aussi parfois de pouvoir commenter ces recommandations. On vient sur un pan qui est un pan rédactionnel par rapport au webinaire débat sur les dernières publications, pouvoir avoir des recommandations commentées pour pouvoir justement expliquer en substance les informations clés qui sont diffusées dans chacune de ces recommandations. Vous pouvez aussi tout à fait réaliser des vidéos témoignages d'experts qui vont permettre de faire le point sur un sujet spécifique et pouvoir apporter des informations par le biais d'un des témoins, donc par le biais d'un des experts de la société savante, auprès de la communauté des membres adhérents de la société savante. Ces vidéos sont un format désormais très très ludique qui permet justement de pouvoir véhiculer des messages clés beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement et de manière très animée. Vous pouvez aussi développer des projets qui vont favoriser l'accompagnement des professionnels dans leur pratique, donc des membres de la société savante. Des projets qui vont permettre justement de travailler, de présenter des cas cliniques qui vont permettre de bien comprendre comment adresser, à quel moment adresser un patient vers un traitement et qui vont favoriser justement l'accès à ce traitement avec des cas cliniques d'excellence. Des newsletters qui restent un support de communication très intéressant, avec un coût contact intéressant, qui vont permettre justement de communiquer sur la mise à jour des informations et de pouvoir partager des informations clés à destination des membres de la société savante.
Et enfin, les highlights des congrès. Les highlights des congrès, c'est lors d'un congrès, c'est de pouvoir avoir des flux un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur Twitter, qui vont permettre justement de diffuser en temps réel toutes les informations et en fin de journée avoir des restitutions de toutes les informations clés qui ont pu être diffusées au cours de la journée lors du congrès, avec une animation par les professionnels de santé de la Société Savante, sous forme de journal télévisé, par exemple, qu'on pourrait retrouver en fin de journée lors d'un congrès et qui pourrait ensuite être diffusé en replay à destination de la communauté. Quelle est l'organisation pour réussir un projet avec une société savante? Il y a déjà un premier point qui est un point impondérable, c'est qu'il faut savoir s'adapter aux contraintes de disponibilité de vos interlocuteurs. Vos interlocuteurs sont des professionnels de santé. La plupart du temps, ce sont des professeurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Il faut donc s'adapter à leurs horaires. Ça peut passer par de l'organisation de réunions via Doodle qui va permettre justement de pouvoir disposer de l'ensemble des participants à un créneau horaire de prédilection. Ça peut être aussi des réunions qui vont se dérouler soit très tôt le matin, soit en fin de journée, soit même éventuellement le week-end. Alors, idéalement, effectivement, on les réunira au cours de la journée, mais parfois, il faut pouvoir s'adapter justement aux contraintes de ces professionnels de santé. C'est un cadrage projet, une présentation didactique des besoins. C'est-à-dire qu'il faut donner un cadre au projet qui va être un cadre assez large et qui va permettre de pouvoir ensuite définir les besoins qu'on veut faire entrer dans ce cadre, mais sans aller sur un travail de conception qui soit ultra poussé, ultra spécifié. Pourquoi? Puisqu'on se rend compte que les sociétés savantes sont des sociétés, sont des acteurs qui fourmillent d'idées, qui ont énormément d'idées, qui ont énormément d'attentes et qui en plus ont des attentes qui évoluent dans le temps. Donc il faut pouvoir s'adapter justement à cette évolution de leurs idées, à l'évolution des besoins dans une méthodologie agile qui va être déployée finalement tout au long du projet. On va être dans un dispositif qu'on pourrait qualifier de test and learn, c'est-à-dire qu'on va déployer au fur et à mesure des nouveautés sur le projet, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux dispositifs de communication et qu'on va valider avec la société savante si cela leur convienne. Mais parfois sur des dispositifs qui ont déjà été délivrés, qui ont déjà été déployés. On pourrait parler aussi de MVP, Minimum Viable Product, qui est un terme des méthodologies agiles, qui permet de dire on déploie un programme, un projet, des fonctionnalités et on va les faire évoluer dans le temps en fonction des idées, des attentes et de la perception de la communauté. Donc, favoriser cette méthodologie agile dans un cadre projet qui est défini mais qui n'est pas trop contraignant et qui va pouvoir se déployer en mode test and learn. On va demander à Yann Neusillet justement qu'en pense-t-il par rapport à son attente et aux attentes de la société savante qu'est l'Association française d'urologie vis-à-vis des collaborations avec les industriels de santé. Alors, Yann, déjà, je vous remercie d'être présent. Je vais quand même vous laisser le temps de vous présenter à nos auditeurs. Et ensuite, vous pourrez nous partager votre retour d'expérience sur les attentes des sociétés savantes et peut-être plus spécifiquement de l'Association française d'urologie. Yann, je vous laisse vous présenter et partager vos points de vue. Merci beaucoup, Ronan. Yann Neusillet, je suis effectivement professeur d'urologie à l'hôpital Foch à Suresnes. C'est une branche de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, donc de Paris-Saclay, et secrétaire général adjoint de l'Association française d'urologie. Et c'est dans ce contexte que, on a été amené à nous remettre en question, notamment, et ça a été un accélérateur dans le contexte de confinement qui a bien sûr bloqué tout ce qui est réunion présentielle. J'adhère complètement à cette notion de gagnant-gagnant que vous avez présentée en introduction parce que je pense que dans l'enjeu, l'attente, c'est vraiment un gagnant que je passerai au cube. C'est-à-dire qu'une société savante sont, comme c'est le cas pour l'Association française d'urologie, parfois des sociétés reconnues d'utilité publique. Et donc, on a un devoir non seulement vis-à-vis de nos membres, mais également vis-à-vis de la société, de façon plus générale. Et finalement, ça doit être un partenariat qui va à la fois répondre aux attentes de l'industriel, vous, de l'association, nous, et de la société, c'est-à-dire les patients, finalement. Et donc, par une meilleure diffusion des connaissances et le support informatique sous ses diverses formes, comme vous venez de les présenter, Ronan, sont aujourd'hui totalement incontournables, eh bien, permettent in fine d'améliorer à la fois la diffusion de la connaissance des produits de l'industriel, son adoption et
son utilisation correcte, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, par les professionnels de santé, et puis une meilleure information du grand public qui du coup devient plus exigeant car informé correctement et va aller challenger positivement le professionnel de santé lorsqu'il va s'agir de sa prise en charge. La chose importante, comme on disait, c'est que malheureusement, les règles changent très vite et dans le mauvais sens, avec l'administration, avec une formation médicale continue, le DPC, qui est très réglementé et dans lequel les industriels ne peuvent pas être sponsors. Et donc, pour apporter de la connaissance de qualité via les sociétés savantes, ça ne peut se faire que dans le cadre de partenariats où le financement se fait vis-à-vis d'entreprises de communication à destinée soit du grand public, soit des professionnels de santé. Et en cela, il est évident que pour nous, en tout cas l'Association française d'urologie, disposer d'un outil performant, c'est-à-dire à la fois fiable, stable, multi-support, disponible aussi bien sur un ordinateur de bureau que sur son smartphone, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes collègues notamment utilisent de moins en moins l'ordinateur, c'est essentiellement réservé au travail au bureau, à l'hôpital, mais après, ils sont uniquement sur leur portable. Et on ne peut plus concevoir une informatique uniquement de bureau. Et avec la variété de dispositifs dont vous avez parlé, c'est à la fois des films, des podcasts, des choses parfois très descendantes, mais aussi de l'interactif, et ce que permet de faire le webinaire, et notre site permet, grâce à la réflexion qu'on a eue en commun, eh bien, de faire du webinaire à travers le site, en se connectant via le site, et donc en apportant de la visibilité à la fois au contenu et au contenant, et en mettant donc cette interaction essentielle pour avoir les questions, les réponses avec les collègues. Et puis enfin, quelque chose de réactif, c'est-à-dire que le webmastering aujourd'hui, comme vous le disiez, on l'adapte au fur et à mesure parce que tout simplement les connaissances évoluent très vite et qu'on a besoin de pouvoir faire évoluer l'information sur le site et le format de l'information en elle-même très rapidement, et que pour cela, un outil modulable, efficace, c'est essentiel. Sans prendre trop de temps, concernant les typologies de partenariat, il y a plusieurs choses. Il y a le conseil que la société savante peut donner vis-à-vis de l'industriel, ce qui va permettre d'avoir un meilleur accès au marché parce que les professionnels de santé connaissent l'état du besoin pour les différentes problématiques de santé, et aussi la meilleure diffusion de la connaissance des produits de l'industriel vis-à-vis des professionnels, parce que, et on le voit bien dans le cadre de la pandémie, l'arrêt des réunions en présentiel a conduit à une baisse du niveau des connaissances moyennes des collègues, et c'est triste, avec notamment, on le voit pour vous, industriels, en termes de chiffre de vente, des ventes de médicaments qui ne correspondent pas aux nouvelles indications et aux indications actuelles des traitements. Ce qui correspond bien en fait qu'il y a un mésusage, une mauvaise prescription des traitements parce que les confrères n'ont plus les informations vis-à-vis des dernières recommandations qui évoluent très vite parce que, et merci, vous êtes sponsor d'études d'excellent niveau de phase 3 qui débouchent sur des changements de pratiques, mais si les collègues n'en sont pas bien informés, ils restent dans leurs anciennes pratiques et finalement ne donnent pas les meilleurs soins possibles aux patients. Et c'est là aussi où un des supports avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois du descendant, mais aussi du reporting de congrès. Vous savez très bien en tant qu'industriel qu'il est extrêmement difficile désormais d'aider les médecins à aller assister à des grands congrès, notamment pour ce qui est de l'oncologie urologique, l'ASCO, l'ASCO-GU, l'ESMO, ce sont des congrès où les déplacements aux États-Unis sont très coûteux. Aujourd'hui, avoir du reporting fait par des professionnels de la spécialité qui vont digérer l'information, la restituer de façon déjà beaucoup plus lisible, claire, compréhensible et succincte aux collègues, c'est essentiel. Et ça, encore une fois, l'outil, que ce soit par le webinaire, le podcast, la vidéo, l'application qui permet de diffuser cette information très vite, elle est aujourd'hui complètement indispensable pour nous. Et puis, enfin, je terminerai, mais vraiment pour conclure, sur le fait que c'est vraiment un enjeu de santé publique, ce dont on parle aujourd'hui, parce que si les praticiens ne sont pas bien informés, si les patients ne savent pas de quoi ils doivent, à quoi ils peuvent, ce qu'ils peuvent exiger de leur médecin, finalement, le niveau médical baisse très clairement et le niveau de soins diminue. Et pour maintenir ce niveau de connaissance, alors que les capacités de sollicitation de médecins pour les former via la formation médicale continue, via les congrès,
via même simplement la possibilité de solliciter les professionnels pour participer à des boards ou à des réunions scientifiques avec la DMOS sont devenus extrêmement complexes. Et bien vraiment, disposer d'outils informatiques performants, c'est l'alpha et l'oméga aujourd'hui du fonctionnement d'une société savante vis-à-vis de ses adhérents et du grand public. Merci Yann. J'ai une question par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Dans le cadre de la stratégie santé 2030 et justement du nouveau cadre réglementaire qui favorise un accès précoce, est-ce que vous pensez justement que ça va accélérer, favoriser les relations entre sociétés savantes et industriels de santé? Alors, la diffusion de l'innovation passe forcément par une bonne information des praticiens, parce que tous les dispositifs qui peuvent être mis en place, et on le voit bien par exemple avec l'ATU, l'autorisation transitoire d'utilisation, ce n'est finalement utile aux patients que s'il y a l'effort du praticien pour aller sur la démarche, notamment pour ces ATU, se connecter sur le site de l'ANSM et remplir les formulaires adaptés pour que le médicament ou le dispositif médical, peu importe, soit donné aux patients. Et donc, effectivement, plus l'innovation est facile d'accès, même à travers l'accès à enfin, la tâche administrative à accomplir grâce à la connaissance qu'on en donne aux collègues, et plus c'est efficient et efficace pour le patient. Très bien, merci. En termes de collaboration, c'est la dernière question. Quelles sont vos attentes, vous, en tant que société savante, en termes de modalités de collaboration, en termes d'organisation? Est-ce que vous préférez justement avoir des créneaux qui sont réservés dans le temps, où vous allez rencontrer, où vos interlocuteurs vont rencontrer les membres du bureau, par exemple, ou des représentants des groupes de travail que vous avez au sein de la société savante? Est-ce que vous préférez des réunions qui sont sur des créneaux horaires un peu organisé spécifiquement pour vous en fonction de vos disponibilités? Comment est-ce que vous souhaitez fonctionner, vous, quel est votre point de vue? C'est une excellente question parce qu'effectivement, et on revient à la DMOS, on est soumis désormais aux autorisations de cumul d'activités, même pour des activités bénévoles, comme c'est le cas lorsqu'on on a des responsabilités au sein d'une société savante. Et donc, on est quand même responsable et redevable d'informations vis-à-vis de nos employeurs, que ce soit les cliniques privées pour les libéraux ou les hôpitaux et les universités pour les hospitaliers et les hospitalo-universitaires. Et donc, on ne peut pas travailler sur nos horaires de travail normal plus de 42 jours par an, pardon, et ça pour l'ensemble de nos tâches, c'est-à-dire la participation à des congrès, etc. Donc, on est obligé effectivement d'utiliser du temps en dehors des heures de travail, ce qui problématique parce que ça participe à démotiver un grand nombre de collègues, que vis-à-vis de l'industrie, eh bien, effectivement, les règles de travail dans l'industrie sont heureusement plus bienveillantes vis-à-vis des collaborateurs et on évite de les réunir pour des réunions de travail pénibles et laborieuses le week-end. Et donc, eh bien, ça, c'est malheureusement une adaptation nécessaire qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas notre choix. On préférerait, nous aussi, travailler aux heures ouvrées, mais parce que la réglementation nous impose de dissocier le temps qu'on doit à nos employeurs et celui que l'on consacre à ce qui est considéré comme cumul d'activités, eh bien, on est obligé de travailler effectivement les soirs, tard, le matin très tôt et le week-end. Et là, c'est en fonction de chacun. Et c'est vrai que les chirurgiens, d'une façon générale, sont plutôt des gens matinaux. Les médecins sont plutôt des gens qui se couchent tard. Et on a tous besoin d'un peu de repos quand même. Donc, préserver le dimanche reste quand même quelque chose d'important. Très bien. Merci Yann pour ce témoignage. Alors, on va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui est là pour ça. On y répondra dans les minutes à venir. Je regarde l'heure, il est déjà 9h22. On va vous présenter un retour d'expérience. Alors, Yann, je vous invite à contribuer si vous le souhaitez, puisque c'est un retour d'expérience sur la collaboration qu'on a pu avoir dans le cadre de la refonte du site urofrance.org que nous avons réalisé pour l'Association française d'urologie. L'ambition initiale, c'était de créer la FLU Academy. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle justement de diffuser les connaissances, de favoriser la diffusion des connaissances, et c'était un projet, cette AFLU Academy, de l'actuel président de l'AFLU, le professeur Georges Fournier,
que de créer une plateforme de formation à destination de l'ensemble des urologues et une plateforme de formation en vidéo. Ça, c'était le périmètre initial du projet. Et finalement, on est arrivé sur une refonte intégrale du site Urofrance pour qu'il devienne la vitrine numérique de l'AFU. Et pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, l'AFU est une société savante qui est véritablement à la pointe de la communication digitale, entre guillemets, puisque vous avez énormément d'initiatives et on voit qu'il y a énormément de vidéos. Vous êtes sur des projets de podcast aussi. Vous avez bien évidemment la revue Progrès en urologie et Progrès FMC qui sont édités chez Elsevier Masson, dans lesquels vous publiez énormément de travaux de recherche. Donc, on est arrivé sur cette refonte du site Internet. Il y a eu tout un travail d'analyse et de refonte de l'arborescence, de refonte bien évidemment graphique et technique, et donc initialement toute la conception de la partie dédiée à la formation, qui se voulait d'ailleurs une formation à la Netflix, et c'est pour ça qu'on a ajouté un plugin d'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des contenus qui sont les plus adaptés en fonction des contenus qui sont consultés par les utilisateurs. Il y a un point aussi, c'est que des contenus sont disponibles au grand public et une autre partie des contenus sont accessibles exclusivement aux membres adhérents de l'AFU. Et il fallait capitaliser sur une authentification qui soit unique, peu importe le dispositif sur lequel on se connecte. Donc, la nécessité de pouvoir justement se connecter avec ces identifiants de mots de passe qui sont ceux qui sont réservés aux adhérents. Et puis, on vient de parler de vos 2 publications qui sont éditées chez Elsevier Masson. La nécessité de pouvoir les importer de manière automatisée pour qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle publication, celle-ci soit automatiquement disponible pour les membres de l'AFU sur le site internet et exclusivement pour les membres AFU. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a au moins un numéro de publication en urologie, de Progrès en urologie, qui est publié chaque mois, donc un import mensuel. Et puis, il y a une ambition, vous l'avez évoqué, c'était de créer une application mobile et plus spécifiquement une progressive web app, puisque vous souhaitiez être indépendant et rester indépendant vis-à-vis des stores, vis-à-vis de App Store et Google Play Store. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la conception d'une progressive web app. Peut-être, alors non seulement pour les plus jeunes, comme vous l'avez évoqué, qui sont plus férus de leur smartphone que d'ordinateur desktop, mais l'ambition, c'était de pouvoir aussi accéder à tous les contenus en mode offline et à tout moment, finalement, même quand vous vous déplacez potentiellement pour aller sur des congrès. Et puis, il y a eu l'import et l'intégration du site grand public au sein de cet espace. Auparavant, c'était 2 sites distincts et scindés, et désormais, ça n'est plus qu'un seul et même site avec une partie grand public et une partie professionnelle de santé. Donc, on peut voir l'ancien graphisme du site internet et la nouvelle version qui a été. Alors, on va revenir sur s'adapter aussi aux contraintes. On a mis en ligne le site le dimanche 21 novembre à l'issue du CFU, du Congrès français d'urologie, puisqu'il y avait de grandes attentes pour qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Donc, c'était un dimanche, ce qui nous a donné l'occasion de travailler ce dimanche après-midi. On voit un petit peu justement comment est-ce qu'on met en avant l'AFU Academy, comment est-ce qu'on met en avant des informations clés sur les événements à venir, puisque votre ambition, c'est de pouvoir justement diffuser à l'ensemble de la communauté scientifique les grands événements que vous pouvez organiser ou qui sont organisés par des partenaires. Des accès rapides justement aux fiches info patients qui font partie des contenus les plus importants aussi pour les urologues, qui sont à destination des patients, et vous l'évoquiez précédemment. C'est une approche qui, dans l'ensemble, la diffusion de la connaissance médicale est au service des professionnels de santé, mais parce qu'en fait, c'est au service des patients, in fine, comme vous l'avez évoqué. Donc, de pouvoir trouver facilement et rapidement ces fiches info patients que vous pouvez remettre aux patients, et aussi, bien évidemment, un moteur de recherche qui permet d'accéder très rapidement aux recommandations qui sont catégorisées par thème, puisque au sein de l'AFU, vous avez des comités qui sont dédiés sur les différentes pathologies ou les différentes spécialités. Je pense typiquement, vous êtes le directeur du comité sur le cancer de la vessie, si je ne m'abuse. Il y a des thématiques sur le cancer de la prostate, sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc sur toutes les thématiques. Et l'ambition, c'était de pouvoir accéder très rapidement à ces recommandations. Il y a une question sur le chat, j'y répondrai après. On met en avant bien évidemment la Progressive Web App pour vous faciliter l'accès à l'information en tout lieu et à tout moment. En chiffres, ça a été la récupération de plus de 6000 publications, de 130 vidéos, et encore, ça ne cesse de croître puisque vous enregistrez énormément de vidéos chaque semaine, de 4500 articles d'archives, de 120 fiches info-patients et de 10 événements. Alors, quand on parle de 10 événements, je devrais dire des catégories d'événements, puisque c'est le Congrès français d'urologie, ce sont les journées UroRisque, ce sont les SUC, ce sont les JAMS, alors ce sont les petits noms de code, mais des journées d'andrologie et de médecine sexuelle, les JTU, les JO, etc.
et c'est approximativement 1 an de travail pour réaliser toute cette refonte de site internet. Donc, en conclusion, avant de répondre à vos questions, quand on veut collaborer avec une société savante, on est sur une approche gagnant-gagnant, on vient de l'évoquer. Il faut proposer un projet qui soit fédérateur pour la communauté scientifique. Il va falloir accompagner les membres de la société savante dans toutes les étapes de création et de validation et ne pas hésiter à se remettre en question et à proposer des innovations. Alors des innovations, parfois c'est des innovations fonctionnelles pour pouvoir justement réussir à servir les ambitions et les intérêts de la communauté et de la société savante. Et les maîtres mots sont adaptabilité, flexibilité, rigueur et disponibilité pour réussir un projet conjoint avec une société savante. On est sur les questions-réponses. Il y a une première question sur le chat. Quel est le nom de l'application de partage de cas cliniques en dermatologie? C'est Réseau Connex, RESOCONNEX, qui est un projet qui est porté par le docteur François Macari, qui est dermatologue. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, que ce soit à l'attention de Yann Neuzillet, que je remercie une nouvelle fois, ou à mon attention. Bon, ça ne suscite pas de questions. Peut-être un dernier point, c'est qu'effectivement, vous avez évoqué la DMOS. Je fais un petit point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on peut signer des conventions et demander des autorisations pour des collaborations avec des professionnels de santé, mais aussi directement avec des structures et en l'occurrence avec des sociétés savantes pour pouvoir mettre en place des projets qui sont réalisés avec ces sociétés savantes. C'est un cadre spécifique concernant les déclarations qu'il faut effectuer en termes de transparence. Et puis, vous savez sans doute que justement le site de la transparence va évoluer et qu'en janvier 2022, une nouvelle version de celui-ci devrait être publiée. Écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Je vous remercie une nouvelle fois, Yann, d'avoir accepté au pied levé d'avoir contribué à ce webinaire. Et je vous souhaite à toutes, à tous et à vous, Yann, de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez bien de cette période de pause et donc à l'année prochaine pour de nouveaux webinaires et de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.